Alors l'exemple d'application consiste à créer une application basée sur les microservices qui gèrent des sociétés qui sont cotées en bourse. Nous avons donc des sociétés cotées en bourse et après il y a les ordres concernant ces sociétés. Alors chaque ordre il peut être soit pour une vente ou bien un achat des actions. Donc on va enregistrer donc la date de l'ordre et après la quantité et le prix bien sûr de l'action. Alors pour cela, donc, pour mettre en œuvre donc, cette architecture distribuée basée sur les microservices en utilisant Spring Cloud, donc on va essayer donc de montrer tout d'abord comment créer un microservice. On va créer un microservice tout d'abord pour gérer les sociétés et par la suite on va créer un microservice pour gérer les ordres. Alors pour le microservice qui permet de gérer les sociétés, on va supposer qu'on peut le déployer sur plusieurs machines, c'est-à-dire on peut déployer plusieurs instances. Donc on peut le déployer dans plusieurs machines, c'est-à-dire plusieurs instances. Et la même chose, donc le service qui permet de gérer les ordres, on va le déployer en plusieurs instances, c'est-à-dire on va le démarrer sur plusieurs machines. Alors comme je disais tout à l'heure, si vous voulez, quand vous avez une architecture basée sur les microservices, vous avez plusieurs microservices, c'est très difficile de gérer la configuration. Alors c'est pour cela qu'on a besoin de centraliser la configuration de l'ensemble des microservices en utilisant un service de configuration. Alors, je vais vous montrer par la suite comment créer donc ce service de configuration. Alors, c'est quoi son objectif? C'est qu'à chaque fois qu'il y a une instance qui va démarrer de microservice, il va chercher sa configuration au niveau du service de configuration. Donc, on va supposer qu'il y a ici un repository dans lequel on va centraliser la configuration de l'ensemble des microservices. Alors, en même temps, pour que les applications clientes, une application web ou bien une application mobile que vous développez, quand il va communiquer avec vos microservices, il ne peut pas communiquer avec tous les microservices chacun à part. Généralement, on a besoin de passer par une passerelle. On va créer ce qu'on appelle un service proxy qui va recevoir les requêtes et ce service proxy qui va se charger de contacter l'une des instances du service bien sûr en question, faire le traitement nécessaire, récupérer le résultat et après par la suite retourner le résultat au client. Alors bien sûr, ce microservice, il devrait régler un problème plutôt de montée en charge, en fait, parce que quand il y a la charge, généralement, souvent, il a besoin de communiquer avec plusieurs instances. Et en même temps, il y a le problème d'équilibrage de charge. Notamment, ici, donc, il devrait savoir quel est le microservice, chaque requête, quel est le microservice qui va se charger de répondre à cette question. Alors pour cela, pour contacter un microservice, donc, il a besoin de connaître la machine. Il a besoin en quelque sorte de connaître l'adresse IP de la machine où se trouve et le numéro de port de l'application où se trouve ce microservice. Alors pour cela, il est impératif dans les architectures distribuées basées sur les microservices d'utiliser un service d'enregistrement, notamment dans notre cas on va utiliser Eureka Service qui est un service qui est offert par Spring Boot et qui permet, c'est quoi son rôle? Son rôle c'est que chaque microservice qui démarre dans une machine, il a besoin de publier sa référence et son nom, plutôt l'adresse IP si vous voulez, le numéro de port et le nom du microservice. Donc on a besoin de le publier dans ce service. Pourquoi? Parce que moi quand un client envoie une requête ici, tout ce qu'il va envoyer c'est le nom du microservice. Et si je connais le nom du microservice, je contacte, en fait le service proxy peut contacter le service d'enregistrement. Avec le nom, je récupère les instances, parce qu'on peut récupérer plusieurs instances qui ont le même nom. Et dans ce cas-là, ce microservice, c'est lui qui va se charger d'appeler la bonne instance et de retourner le résultat. Alors ça, c'est ce qu'on va essayer donc de montrer. Alors une autre chose, comme je disais, dans les architectures basées sur les microservices, parfois on a besoin que les microservices puissent échanger des messages. Alors dans le domaine du calcul de haute performance, utiliser REST pour envoyer un message à un même message à plusieurs services, c'est trop lourd, c'est pas assez pratique. Mais il y a des services, notamment il y a le protocole AMQP donc, qui peut être utilisé. Dans notre cas, on va essayer, donc je vais vous montrer comment démarrer un serveur RabbitMQ qui permet lui, donc qui représente, si vous voulez, le middleware, qui va recevoir le message et qui va diffuser ces messages à l'ensemble des instances qui sont concernées.
Par exemple, pour ajouter une société, quand je vais saisir une société, bah, ce microservice-là, donc il va tout simplement envoyer les données de la société à RabbitMQ, et après c'est lui qui va se charger de diffuser en fait ces données-là à l'ensemble des instances qui sont concernées. Donc ça c'est un autre problème à régler. Alors ça c'est juste un aperçu sur l'architecture. Alors donc pour développer tout ça, on va créer un projet d'abord. Alors, Spring Startup. Alors, je commence par le premier. Le premier, c'est je vais créer un microservice qui permet de gérer les sociétés cotées en bourse. Alors, ce service-là, donc, on va lui donner un nom. Alors, je vais juste commencer par la lettre A, juste pour distinguer le projet. Bourse. Société. Service. Donc, ça, c'est le nom. Alors, groupe ID, donc je vais utiliser org.openDeva, peu importe. Alors, le nom, je vais l'appeler, le nom de l'artefact ID, donc on va l'appeler bourse, si vous voulez, société service. Et voilà, donc le paquet, je le laisse. Next. Alors, bien sûr, donc, on va utiliser Maven, on va utiliser Java 8. Le packaging, donc notre application, c'est un WAR qu'on va générer. Et après, le langage utilisé, c'est Java. Alors maintenant, les dépendances. Alors, on va utiliser cette fois-ci beaucoup de dépendances parce qu'on va utiliser maintenant Spring Cloud. Alors que d'habitude, on utilise juste les fonctionnalités de Spring Boot. Alors, dans l'ensemble, on aura besoin tout d'abord d'utiliser la dépendance web. Ensuite, on aura besoin d'utiliser REST Repository, parce qu'en fait on va exposer une interface JPA Repository, notamment comme étant un service. C'est beaucoup plus simple pour faire plus rapidement. Alors on aura besoin par la suite donc de d'autres dépendances. Voilà, ici. Alors dans la catégorie SQL, on va utiliser donc JPA pour faire le mapping objet relationnel. On va utiliser une base de données. Bon, on ne va pas utiliser MySQL tout le temps. On va utiliser la base de données H2. Donc, c'est une base de données mémoire. C'est-à-dire, cette base de données, il fait partie de Spring. Donc, dans les applications, si vous voulez faire des tests, forcément, vous n'avez pas besoin d'un serveur de base de données. Vous pouvez l'utiliser dans un premier temps. Mais quand vous allez terminer, vous pouvez spécifier dans le fichier application.properties quelle est la base de données que vous allez utiliser. Donc, dans la phase de test, c'est très important. Voilà, dans cette partie-là. Alors, dans la catégorie donc, Ops, on va utiliser Actuator. Donc, on va voir à quoi ça va servir. On va utiliser dans la partie messaging StreamRabbit. Donc, c'est pour utiliser RabbitMQ. Donc, on va l'intégrer. Alors, pour pouvoir contacter le service d'enregistrement, Eureka Service, donc on va utiliser Eureka Discovery, parce qu'on va demander à un moment donné, ce service-là, il a besoin de publier ces informations dans le service d'enregistrement. On aura également besoin, par la suite, dans la configuration, on a besoin de centraliser la configuration, c'est-à-dire ce microservice a besoin de consulter le service de configuration, donc je vais utiliser config client. J'aurai besoin de quoi d'autre, donc je crois que pour le moment c'est tout. Quoi, c'est tout? Alors, voilà, next, finish. Donc voilà donc le premier projet créé, il est là. Alors la première des choses qu'on va faire, donc on va refaire des choses classiques qu'on a l'habitude de faire. Donc on veut gérer des sociétés, donc on va créer. Bon, si vous voulez, avant même de commencer à créer, dans pom.xml,
j'ai cette fois-ci beaucoup de dépendances. Et si vous voulez, au fur et à mesure, dans un premier temps, je vais utiliser donc Actuator. Bon, si vous voulez, je peux les mettre en commentaire, comme ça vous saurez c'est quoi l'utilité. Donc je n'ai pas besoin pour le moment d'utiliser Actuator, je n'ai pas besoin d'utiliser donc Starter Config, je n'ai pas besoin d'utiliser Starter Eureka, et je n'ai pas besoin d'utiliser RabbitMQ. Mais par contre, j'ai besoin de GPA, REST, Data REST et Starter Web pour le moment. J'ai besoin de la base de données H2. Donc tout ça, je vais le mettre pour le moment en commentaire. Bon, c'est-à-dire pour le moment, ces dépendants, je ne les utilise pas. Mais après, au fur et à mesure, donc, je vais les activer à chaque fois que j'en aurai besoin. Bien. Alors on commence par quelque chose que vous savez déjà. C'est qu'on va créer tout d'abord l'entité société. Donc on va utiliser donc un package entities. La classe s'appelle société. Donc c'est une entité, donc on va implémenter l'interface serializable. Alors dans notre cas, une société est définie par le ID de type long. Il est défini par le nom de la société. Nom, société, de type string. Alors le reste c'est getSet, constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres. Donc on va mettre le nom de la société dans le constructeur et après les getters et setters. Ok. Alors ça, on le fait d'habitude. Alors maintenant, comme on va utiliser donc GPA, donc pour chercher les données dans la base de données, pour faire le mapping objet relationnel, on va utiliser la notation entité. On va utiliser la notation ID et on va utiliser la notation generated value. C'est tout pour le moment. Alors après, donc on veut gérer donc des sociétés, donc on aura besoin d'utiliser Spring Data. Donc on va utiliser. Alors je rappelle juste l'architecture qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est pas celle-là. C'est ça. Voilà. Donc, on a besoin de créer l'entité, on a créé l'entité société, et là, on va créer maintenant une interface GPA Repository qui va faire appel à Spring Data. Et après, c'est Spring Data qui va utiliser donc GPA, qui va utiliser Hibernate, JDBC pour communiquer avec la base de données. Alors, donc, on va créer donc une interface. Donc, pour utiliser Spring Data, donc je vous rappelle qu'on a besoin juste de créer une interface qu'on va appeler Société Repository. On va changer le package. On va mettre le package DAO. Vous suivez, Mehdi? Vous aurez le temps de faire ce que vous êtes en train de faire. Alors, vous allez suivre avec moi parce qu'il y a des choses, il faut que vous soyez bien concentrés, aussi bien que moi, pour me dire parfois qu'est-ce que je devrais faire. C'est bon? Je peux compter sur vous? Alors donc, on va essayer donc pour utiliser donc Spring Data, on va utiliser extend quoi? GPA Repository. Voilà ce que je voulais que vous me disiez. Alors, qu'est-ce qu'on va spécifier comme paramètre? L'entité, la classe est société, et société, donc on va l'importer. Et le ID, il est de quel type de société? Il est de type long, tout simplement. C'est tout. Alors, en principe, on va essayer donc dans l'application, de démarrer l'application, on va insérer des données dans la base de données. Alors pour insérer des données dans la base, on va tout simplement dans Spring Application, on va déclarer un objet Application Context de Spring.
Spring ctx égale à ça, égale Spring application.run. Alors après, donc on va, tout ce que je connais, c'est l'interface GPA repository, donc société repository. Alors société repository égale, je vous demande à Spring via ctx de me donner un bin qui implémente l'interface société repository point class. Tout ce que je connais, c'est la structure. Voilà. Donne-moi un bin qui implémente cette interface. Et après, par la suite, donc, je vais ajouter les sociétés au démarrage. Donc, à chaque fois que je démarre, je vais remplir la base de données avec des sociétés. Alors, pour cela, donc, je peux faire une boucle, je peux générer, je peux prendre des données quelconques. Alors, ce que je vais faire, donc, je vais utiliser donc l'objet stream de Java. Alors, stream java.util .off. Je vais définir un stream de société, par exemple la société A, virgule, la société B, virgule, la société C, etc. etc. Point for each. Pour chaque société S, je vais tout simplement faire appel à société repository point save. Je vais enregistrer une société, donc new société de S, tout simplement. Donc ça me permet donc d'enregistrer un ensemble de sociétés A, B, C. Et après, pour pouvoir les afficher à la fin, donc je peux utiliser donc société repository .find all .for each. Pour chaque société S, j'affiche system.out.println cs.lieutenant société. Alors, il faudrait que vous preniez l'habitude aussi d'utiliser les syntaxes de Java 8. Donc, si vous voulez parcourir les collections, c'est beaucoup plus performant en termes d'exécution, c'est beaucoup plus aussi compact. Alors, si j'exécute l'application, run Java application, alors en fait, bien sûr, donc quand on démarre Spring Boot, c'est toujours la même chose. Il va scanner les annotations, il va démarrer, il va créer la base de données. Ici, c'est pas une base de données MySQL, donc on utilise H2, donc on utilise la configuration par défaut. Donc il va créer une base de données, il va lui donner un nom par défaut. Donc on n'a pas besoin de spécifier le nom. Et à la fin, l'essentiel, c'est que j'ai quelque chose ici qui indique comme quoi je viens d'ajouter 3 sociétés. Alors si vous voulez, donc je vais ajouter quand même une liste de sociétés pour avoir plusieurs sociétés. Alors j'ai ici donc les exemples des sociétés cotées en bourse. Je peux les récupérer à partir de cet exemple-là. Alors je les prends, donc j'ai plein de sociétés ici. Bon, comme ça vous aurez aussi une idée sur les noms des entreprises cotées en bourse de Casablanca, n'est-ce pas? Alors, c'est pas ABC. Voilà. Ok. Alors bien sûr, il faut que je redémarre. J'arrête, je démarre. Alors jusque-là, donc pour vous, c'est des choses assez classiques. On a souvent fait ça, mais en utilisant une base de données MySQL. C'est pareil. Ici, on utilise une base de données H2 en mémoire. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous quittez l'application, les données disparaissent. Mais c'est très pratique quand vous êtes dans la phase de test. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vraie base de données, mais une fois que vous terminez, hop, vous commencez à basculer vers une base de données. Alors ici, donc, je vois bien donc, la liste des entreprises que je viens d'ajouter, sont là. Voilà. Alors maintenant que ces entreprises qui sont stockées dans la base de données, je voudrais les consulter via je voudrais les exposer via une API REST. Donc j'ai besoin de créer en quelque sorte un service RESTful qui permet donc de gérer
la société. Alors, ce genre de service-là, vous n'avez pas besoin d'écrire du code. Donc, la dernière fois, je vous ai déjà montré, grâce à Spring Data, on peut le faire facilement. Alors, il suffit d'aller vers l'interface GPA Repository et vous ajoutez la notation Resource REST Repository. Alors, repository REST Resource. Donc, ça, c'est de dire à Spring Data, je voudrais que toute la gestion les opérations de gestion de la société, l'ajout, la suppression, la recherche, etc., je voudrais les exposer sous forme d'un service RESTful. Donc, lui, il va injecter donc ce service-là et on pourra tester. Je redémarre. Alors, je n'ai pas spécifié le numéro de port. Par défaut, c'est le port 8080 qui est utilisé. Je lance le browser. Donc, localhost. /. Et après, je peux consulter donc les sociétés, par exemple. Sociétés. En principe, voilà, donc j'ai la liste des sociétés en format JSON. Donc ici, bien sûr, donc REST Repository de Spring Data utilise, les hypermédias. Donc pour chaque société, je vois que le nom de la société. Et après, je vois les liens qui me permettent de faire, c'est-à-dire de créer des liens entre les différentes ressources. Alors par exemple, si je voudrais la société numéro 1, je mets /1. Alors, je vais, par exemple, je voudrais consulter les sociétés page par page, donc je vais mettre la page égale à 0, and size égale, par exemple, 3. J'ai, par exemple, que les 3 entreprises de la première page, ils sont là. Je veux, par exemple, aussi les trier par rapport, par exemple, au nom. Donc, je vais ajouter and sort égale, par exemple, je vais les trier par rapport nom société, virgule, ascendant ou bien descendant, par exemple descendant. Donc je vois bien que ici ça commence par Z. Donc trier, consulter, trier, donc ça c'est des choses assez classiques. Et juste une remarque, c'est qu'ici, donc par défaut, je ne vois pas le ID de la société. Il n'est pas exposé par défaut. Donc si vous voulez quand même exposer le ID de la société dans le service RESTful, vous pouvez le faire. Il suffit donc de changer la configuration, si vous voulez, de REST Repository. Alors, si vous voulez changer la configuration de REST Repository, voilà ce qu'on va faire. On va juste dans toujours, bon, si vous voulez, toujours je suis dans l'application. Dans l'application, je vais créer une autre classe. Bon, je peux créer une classe indépendante. Mais si vous êtes dans le même fichier, vous voulez ajouter une classe, il ne faut pas utiliser public, n'est-ce pas? Ça, vous le savez. Vous mettez classe, par exemple, je vais l'appeler myconfig. Alors, sauf que vous aurez besoin d'hériter d'une configuration. Alors, ça va être, c'est REST Repository, REST MVC Application. Alors, REST Repository Auto Configuration. Et après, vous aurez besoin donc de redéfinir une méthode configure. Alors, configure. Alors, configure REST. Alors, configure. Il y a quelque chose qui manque? Non, configure. Configure. C'est un petit problème. Configure. Config. Alors, config. Alors, donc, je crois que je n'ai pas hérité de la bonne classe. Z.
c'est repository rest. Moi je regarde application. Oui, il n'y a pas de auto. C'est repository rest MVC configuration. C'est normal, auto c'est la configuration par défaut. Donc repository rest MVC configuration, pas auto. Et après donc je redéfinis la méthode configure. Alors configure rest repository rest configuration. Alors faites cette méthode là encore plus. J'annule. Alors là j'ai fait plus vite. Configure repository rest configuration. C'est rest configuration. Voilà. Alors je supprime ça. Donc vous avez un paramètre config que vous utilisez, config. Point, et vous appelez une méthode expose IDs for, c'est-à-dire je demande à rest repository d'exposer également les identifiants, le ID de quelle entité. L'entité c'est société.classe. Ça, généralement, le ID, vous n'aurez pas besoin souvent. Pourquoi? Parce qu'il est dans les liens hypermédiaires. Mais sinon, si vous faites ce travail-là, à condition donc d'ajouter la notation configuration. Configuration. Donc j'ajoute, si vous voulez, je configure. Ça, c'est une classe de configuration. Alors, en fait, le fait d'ajouter donc cette classe ici, bah, ça va permettre juste... Quand on va consulter donc les entreprises, société, il y a un E qui manque. Alors vous voyez donc j'ai toujours le nom, mais j'ai également le ID. Donc ça c'est, j'ai changé la config. Bien, alors ça c'est uniquement Spring Data. C'est des choses qu'on a déjà vues, mais quand vous travaillez avec les microservices, c'est comme ça qu'on expose assez rapidement les fonctionnalités via l'API REST. Donc ça veut dire que, logiquement, je peux dire que la gestion des sociétés, ça y est, j'ai terminé. Mais sauf que si vous avez des fonctionnalités supplémentaires, par exemple, vous voulez chercher les sociétés par mots-clés, n'est-ce pas? Alors ça, vous le savez, il faudrait ajouter des méthodes dans l'interface Spring Data avec query. Alors je vais ajouter une. Donc ici, donc c'est société repository. Donc je vais ajouter une méthode par exemple public qui permet de retourner une page de société. Par exemple, je vais l'appeler par mot-clé. Société par MC. Mot-clé. Donc je donne un mot-clé MC. Comme je vais récupérer donc les résultats page par page, donc je vais utiliser un paramètre de type quoi? Pageable, obligatoire ici. Et tout simplement, je vais définir la notation query. Comment? Il y a quelque chose qui manque? Voilà, query. Alors je définis donc avec query la requête. Alors dans mon cas, je voudrais que cette méthode-là retourne select C, société C, S, from la classe société S, where S point le nom société, like par exemple le paramètre de point MC, le mot-clé. Il suffit donc de préciser ici la notation param. Alors param toujours de Spring MC. C'est-à-dire que ici MC ça représente voilà. La valeur de MC ça représente le mot-clé MC. Vous pouvez mettre la X si vous voulez pour ne pas avoir de confusion. Donc c'est-à-dire ici donc si le paramètre s'appelle X. Mais généralement on leur donne le même nom que le paramètre, comme ça c'est plus simple. Les pourcentages on ne les met pas ici, donc on les ajoute quand on transmet la requête.
Alors on va voir ça. Alors ici, donc, je peux le laisser, ça veut dire quoi? Je viens d'ajouter une méthode qui permet de consulter les sociétés par mots-clés. Alors on va regarder comment est-ce qu'on arrive à consulter donc directement cette fonctionnalité à travers le service REST qui est exposé par REST Repository. Alors donc je regarde. Alors ici, vous allez d'ailleurs, si vous mettez... Alors vous allez voir donc ici pour le moment, donc, vous pouvez consulter donc, les sociétés. Et si vous voulez faire une recherche, vous utilisez donc société.search. Alors maintenant, parce que ça c'est quand vous ajoutez des moteurs, c'est une recherche. Donc avec repository REST resource, donc on va utiliser donc search. Alors si vous mettez tout court ça, vous voyez donc déjà, on peut appeler par société par mot-clé. Donc search slash société par MC. Et là, vous transmettez les paramètres. Alors dans notre cas ici, donc on va avoir le mot-clé MC. MC égale par exemple, je voudrais avoir A. On va utiliser le pourcentage A. Alors pourcentage, donc il faut utiliser pourcentage avant et après. Mais comme on est en train de saisir les données sur l'URL, vous savez que les caractères spéciaux, il faut les convertir en code ASCII. Alors le pourcentage, c'est pourcentage 25. Je vais utiliser pourcentage 25. Ça, c'est en fait, déjà, pour avoir un code ASCII, on utilise pourcentage, le code correspondant, mais ici, donc, pour le pourcentage, c'est pourcentage 25. And la page égale à 0. And size égale à 3, 4. Alors, je vois ici donc toutes les sociétés dont le nom contient la lettre A uniquement. Alors, si vous voulez, je vais mettre AF pour AF. Alors, je vois ici AF, AF, AF. Oui. Je trouve dans la documentation de Spring, c'est dans le fichier de société repository. C'est dans la requête qu'on fait là, le pourcentage pour l'interprétation. C'est dans le paramètre, on ne fait pas. Oui. Alors maintenant, vous pouvez mettre le pourcentage dans l'interface JPA Repository. Dans ce cas-là, au niveau de... Oui. Alors ça au niveau de l'URL, vous ne voyez pas trop l'intérêt parce que vous n'allez pas souvent saisir taper, parce que souvent l'utilisateur il va taper sur un formulaire, mais quand il clique, lui il envoie la requête. Mais l'avantage de laisser le client lui préciser les critères, supposons il veut que les sociétés qui commencent par A. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? On va ici mettre voilà, et pas de pourcentage, et je laisse l'autre. Je voudrais par exemple les entreprises qui se terminent par A. Donc je mets ici pourcentage 25. Et là, je ne mets pas le pourcentage après. Bon, il n'y en a pas. Donc ça, c'est juste pour vous montrer comment ajouter donc, des critères de recherche. Alors en plus de ça maintenant, dans notre microservice également, via bien sûr REST Repository, on peut consulter par exemple avec, en fait, Metrics. Je n'ai rien. Alors je voudrais avoir les détails sur le microservice. Alors ici, on va utiliser, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai utilisé une dépendance Actuator. On va l'activer maintenant. Alors c'est pas ça. Alors d'ailleurs, c'est exprès que j'ai nommé j'ai commencé par A. Hein, donc c'est juste pour ne pas se tromper parce que alors alors je vais utiliser donc cette dépendance Actuator. Je vais enlever ce commentaire. Je le mets ici. Donc maintenant, je viens d'intégrer Actuator comme dépendance dans mon projet. Je redémarre. En fait, Actuator, il ajoute au microservice d'autres fonctionnalités que vous n'avez pas forcément développées. Comme quoi? Comme par exemple... Alors, on va attendre qu'il démarre. Voilà.
Alors, par exemple, quand vous mettez matrix, alors qu'est-ce que vous allez avoir? Vous aurez un objet JSON qui vous donne un tas d'informations sur l'état de votre microservice. Par exemple, vous avez la capacité mémoire, vous avez par exemple le nombre de threads utilisés, par exemple. Vous avez le nombre de classes chargées en mémoire. Alors, vous voyez, vous n'avez pas créé toutes ces classes-là. Vous avez 9364 classes qui sont chargées en mémoire. Donc vous avez créé quelques classes, mais Spring, lui, là, il a généré pas mal de classes et après vous utilisez beaucoup de dépendances qui sont utilisées. Le nombre de classes chargées, vous trouverez pas mal d'informations. Alors vous trouverez également donc quoi d'autre? La trace, ça c'est important, trace. Alors trace, il vous donne il trace toutes les requêtes qui sont envoyées au microservice. Il vous donne un objet JSON, par exemple, il vous dit que dans cette date-là, on a envoyé une requête vers ça, et après, alors par exemple, supposons vous, hein, juste pour vous donner une idée, donc je vais consulter la liste des sociétés. Il y a un client qui a envoyé une requête pour consulter la liste des sociétés. Alors si je reviens sur Matrix, donc je vois bien ici, ça, je vois par exemple, la requête, je devrais l'avoir quelque part ici. Matrix, voilà. Donc ici, dans la date, voilà la société qui a été envoyée vers le host, etc., les informations. Donc en fait, avec Actuator, vous avez également des moyens c'est-à-dire de fournir via l'API REST, toujours, des informations sur l'état du microservice. Par exemple, l'état health. Bon, c'est pas le moment de faire. Bon. Alors vous avez donc la health, ça s'écrit health comme ça, voilà. TH. Donc vous avez status, vous avez par exemple ce qu'elle est en up ou bien down, donc vous voyez donc pas mal d'informations. Donc tout ça c'est uniquement Actuator. En plus de ça, Actuator il va nous permettre d'autres fonctionnalités qu'on va utiliser par la suite. C'est bon? Alors jusqu'à présent, donc je viens de montrer comment créer un microservice. Alors ce microservice là, on peut le démarrer en plusieurs instances. Alors comment démarrer ce microservice en plusieurs instances? Ben, ce que je vais faire c'est ça, je vais l'arrêter pour le moment. Supposons comme je suis dans la même machine, chaque démarrage, je vais changer le numéro de port. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais vers l'application Run Configuration. Ça me permet de lancer l'application, mais avec des arguments. Sinon, je passe sur ligne de commande. Donc, quels sont les arguments que je vais envoyer à l'application? Je vais utiliser l'argument server. Vous savez que pour définir un port, on écrit server.port. Alors ça veut dire quoi? Je démarre l'application, mais avec cette propriété. Alors le port, par exemple, c'est 82. Je démarre. Maintenant, j'ai ce microservice, je l'ai démarré en utilisant le port 82. Ben, je vais faire la même chose. Je vais le démarrer. Run Configuration. Je vais démarrer une deuxième instance en utilisant le port 83. Je démarre une autre instance en utilisant le port 84. Alors ici, donc, je viens de créer un microservice, mais on va dire que je l'ai démarré dans 3 machines, n'est-ce pas? Ici, donc, je ne peux pas utiliser le même port, mais en principe, on peut utiliser le même port, mais dans différentes machines, n'est-ce pas? Alors ici, donc, je l'ai démarré dans la même machine, j'ai changé les ports, mais après, on va voir comment, maintenant, vous démarrez plusieurs instances d'un microservice, parce que ça va aider au niveau des performances, mais après, par la suite, on va voir qu'on aura besoin de régler d'autres problèmes. Alors, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Alors, nous allons vous montrer tout d'abord
comment centraliser la configuration des microservices. Donc je voudrais que tous les microservices centralisent leur configuration dans un service de configuration. Et par la suite également, on va montrer que ces microservices ont besoin de publier leur nom et l'adresse IP et le port notamment de leur application dans le service d'enregistrement. Et également, nous aurons par la suite besoin de créer un service proxy. Donc vous voyez donc, jusque-là, c'est qu'on a l'habitude de faire ça, mais on suppose que finalement notre application, c'est un seul microservice. Alors, avant de passer à cette partie-là, c'est-à-dire pour montrer le service de configuration, donc je vous rappelle juste comment générer un jar de l'application. Maintenant, supposons que je vais passer en production. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais arrêter l'application. Maintenant, je l'ai démarré en quelque sorte plusieurs fois. Alors, ce que je vais faire, la même chose, mais cette fois-ci, je vais le faire sur ligne de commande. Alors, pour cela, pour générer le jar, donc je vous ai déjà montré, je crois, une fois, il suffit juste d'aller à... Il faut déjà aller vers le fichier pom.xml. Alors, dans pom.xml, dans Properties, vous ajoutez déjà un élément qui n'est pas ajouté par défaut. Alors, l'élément, c'est Start Class. Start-class. Alors, c'est-à-dire que l'application, c'est quoi l'application de démarrage? Alors, l'application de démarrage, c'est celle-là. C'est org.openleva. L'application s'appelle A, bourse, société, service, application. Alors, autrement dit, c'est ce nom-là. Bon, c'est ça notre application de démarrage. C'est celle-là. Voilà. Et après, donc, je vais demander donc, à Maven de générer. Alors, je viens de changer donc, le fichier pom.xml. Donc, on a besoin. Il y a une petite erreur là. Start class, j'ai pas de problème. Donc, je vais actualiser. Alors, Maven update project. org.open. Donc, c'est bien ça. C'est bon. Donc, on va demander à Maven, plutôt run as Maven build. Alors, dans Maven build, donc, on va lui demander de nous générer le package. Le package. Il va générer le jar, dans notre cas. Package. Voilà. Alors Maven, donc maintenant, si vous voulez, je suis en train de passer à l'étape finale. J'ai créé un microservice. Je veux maintenant le déployer quelque part dans une machine, dans n'importe quelle machine. Alors, forcément, j'ai besoin de générer un fichier .jar. Alors, ce fichier .jar, il regroupe toutes les fonctionnalités de l'application. Et il suffit donc comme c'est une application autonome, vous pouvez la démarrer dans une machine quelconque. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, comme là, donc il a généré le jar, il est en train d'exécuter les tests unitaires. Comme ici, par défaut, il y a un test unitaire qui est démarré, qui est créé. Donc, c'est donc le fichier .jar, il a été généré. Principe. Alors bien sûr, vous savez que Maven, quand vous utilisez une commande pour la première fois, vous utilisez un plugin package, mais ce plugin-là, il doit le télécharger. Alors pour moi, comme j'ai réinitialisé un peu la machine, donc il est en train de retélécharger le plugin Maven pour faire cette opération que je lui ai demandé de faire. Alors je crois qu'il a terminé, build success. Alors d'ailleurs, je vous conseille, pour ne pas avoir des problèmes, c'est qu'avant de générer le jar,
ce test unitaire qui ne sert à rien pour vous pour le moment, c'est-à-dire sur Java Test. Alors ce test unitaire, vous pouvez le supprimer. C'est juste parce que quand vous utilisez package, Maven il compile, il joue les tests unitaires, ça veut dire qu'il va forcément démarrer l'application pour la tester, et après il génère le Java. Donc si vous supprimez ce test-là, en principe la prochaine fois il ne va pas exécuter ce test tout simplement. Je le supprime parce que c'est un test unitaire que pour le moment que je n'utilise pas. Voilà, alors donc j'ai généré en principe le jar. Donc où est-ce qu'on va le trouver? C'est dans Target. Refresh. Alors dans Target, j'ai le fichier société, le nom du service, voilà la version et .jar. Alors si vous voulez le démarrer sur ligne de commande, prenez le chemin. Target. Et après, on va taper Java, -jar et le jar. Alors le jar, comment il s'appelle? Voilà, il est là. Société service.jar. Et après, si vous voulez, envoyer les options. Supposons que vous voulez le démarrer en utilisant un port, le numéro de port. Qu'est-ce que vous allez faire? Espace, --, server.port égale par exemple le port 82. Alors maintenant, on n'a plus besoin d'Eclipse. J'ai une application autonome. Je la prends, je l'exécute dans une machine quelconque. Alors cette application, il va fonctionner. Là, il demande d'autoriser l'utilisation du port 82. Ça, c'est le firewall parfois qui vous bloque. Donc vous voyez donc ici ça marche. Et si je teste, je vais démarrer encore une autre instance, plusieurs instances. Si vous voulez démarrer, parce que quand vous travaillez avec Spring Cloud, pour tester, vous avez besoin de démarrer plusieurs instances. Comme ça, vous testez vos fonctionnalités. Alors, je fais la même chose. Alors, la même chose, donc, bon, je vais reprendre la Java, -jar. Donc, le fichier, c'est société service.jar. Là, je ne peux pas utiliser le même port, donc je vais utiliser server.port. Je vais utiliser le port 83. Alors pour ne pas démarrer une instance à chaque fois, donc je vais utiliser start. Start, comme ça il va démarrer donc l'instance dans une autre fenêtre. Il la démarre. Et je vais démarrer une troisième instance, c'est le port 84. Elle démarre. Je démarre également une autre instance sur le port 85. Alors ici donc j'ai un microservice que j'ai démarré en plusieurs instances. Alors, ces instances-là, pour le moment, si je veux les utiliser, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que l'application cliente, c'est elle qui doit spécifier quelle est l'instance qu'il va utiliser. Par exemple, ici, donc, je peux utiliser localhost 82 / société. Bon, il répond, j'espère. Mais bon. Alors, vous allez vers une autre instance, vous mettez, si vous mettez le port 83, c'est l'instance qui utilise le port 83 qui va répondre. 84, 85. Alors ici, donc, c'est pas assez pratique que le client lui-même se charge de gérer les instances. Non. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura besoin de créer, bien sûr, de régler ce problème au niveau à deux niveaux. Alors, le premier niveau, c'est on a besoin tout d'abord de montrer comment centraliser la configuration. Ça peut être très pratique dans beaucoup de cas. Le deuxième, c'est que nous aurons besoin de démarrer un microservice d'enregistrement. Alors, forcément, chaque service devrait publier son adresse IP, bien sûr, et le port et le nom du service dans ce service-là. Et après, par la suite, on aura besoin de créer un proxy. Un seul service et que toutes les requêtes clients généralement passent par ce service proxy. Alors, changez juste le nom, ça.
je vais l'appeler proxy service. C'est bon? Alors, donc ça c'est la première partie. Donc, pour le moment, donc, je vais arrêter ces instances. CTRL S, CTRL C. J'arrête les instances. Alors, donc, l'étape suivante, donc, je vais passer à cette partie-là, donc, comment créer un service de configuration et un service d'enregistrement, avant de vous montrer à la fin comment créer un service proxy, mais également comment utiliser donc, le service, comment communiquer via RabbitMQ, c'est-à-dire communiquer via le protocole AMQP. C'est bon? Vous avez compris la première partie? Des questions? Pas de questions? Alors on va arrêter cette première partie-là.